Nous allons dans cette vidéo nous entraîner à calculer le champ magnétostatique d'une répartition de courant en utilisant le théorème d'Ampère. C'est une méthode qui est tout à fait similaire à la méthode de l'électrostatique, voir les vidéos 710-711. Il y a aussi un certain nombre de prérequis. Donc le premier, c'est le théorème d'Ampère qui nous permet de calculer, de relier la circulation du champ magnétostatique sur un contour fermé à l'intensité enlacée par ce contour, c'est-à-dire l'intensité qui traverse n'importe quelle surface s'appuyant sur ce contour. L'orientation du contour va donner le sens positif de l'intensité traversant le contour. On peut ici utiliser cette règle, on ferme les doigts de la main droite sauf le pouce qui indique l'intensité enlacée, les doigts fermés indiquant le sens de la circulation. On a donc pour ça besoin de savoir calculer l'intensité qui traverse une surface, l'intensité qui traverse ici, qui est enlacée par le contour. Et on pourra le faire pour différents types d'intensités, différents types de répartitions de courant, des répartitions de courant filiformes, des répartitions de courant surfaciques ou bien des répartitions de courant volumiques. Attention au niveau des unités, une répartition de courant volumique, c'est des ampères par mètre carré. Une répartition de courant linéique, c'est directement des ampères. La loi de Biot-Savart nous sera aussi utile. Donc dans la loi de Biot-Savart, on décompose en fait les lignes de courant qui sont fermées pour être en magnétostatique. On décompose ici ces lignes la répartition de courant en lignes de courant. On calcule pour chaque ligne de courant fermée le champ magnétostatique associé. Et ensuite on fait la somme pour l'ensemble des lignes de courant. On peut le faire pour des répartitions surfaciques ou bien volumiques, à l'aide de cette relation-là, ou bien pour un ensemble de répartitions linéiques. Nous allons avoir besoin aussi des symétries, elles seront utiles pour déterminer la direction d'une ligne de champ. Un plan de symétrie de la répartition de courant, c'est-à-dire un plan pour lequel le courant en un point P est égal au courant à son symétrique. On a donné ici un exemple, dans le cas où les lignes de courant sont parallèles à ce plan. Et bien sûr, on peut avoir d'autres types de répartition de courant qui donnent cette symétrie. Et bien dans ce cas-là, le champ magnétostatique pour un point du plan de symétrie est orthogonal au plan de symétrie, à savoir on a directement la direction du champ magnétostatique grâce à un plan de symétrie passant par le point N. On peut aussi utiliser des plans d'antisymétrie. Donc là, la répartition de courant au point symétrique sera opposée au symétrique de la répartition de courant en point. Ici, on prend le symétrique de P, le symétrique de J de P, et on prend son opposé. Donc là, on a un plan d'antisymétrie. À ce moment-là, le champ magnétostatique appartiendra au plan d'antisymétrie. On peut utiliser ces propriétés de symétrie pour des points qui n'appartiennent pas au plan. Les expressions sont un peu plus compliquées à retenir. On peut juste noter que les expressions sont opposées à celles du champ électrostatique. Nous allons roder la méthode de calcul sur une répartition de courant à symétrie cylindrique. On va prendre pour cela le cas d'un fil infini, c'est-à-dire d'une droite parcourue par un courant linéique d'intensité I, et on va calculer le champ magnétostatique en tout point M de l'espace. Il s'agit dans un premier temps de repérer les plans de symétrie ou d'antisymétrie, de manière à déterminer la direction des lignes de champ. Ici, le plan qui contient le point M et le fil est un plan de symétrie. Donc en M, le champ est orthogonal à ce plan de symétrie. Pour une bonne rédaction, il convient de nommer le plan de symétrie. Donc on va ici utiliser la base cylindrique. Le plan de symétrie, c'est le plan MURUZ. Donc le plan MURUZ étant un plan de symétrie de la répartition de courant, le champ magnétostatique en M appartenant au plan. Donc toujours intéressant de prendre M comme origine du repère pour dénommer le plan, comme ça on est sûr que le point M appartient au plan.
eh bien le champ en M va être orthoradial, il va être sur le vecteur Uθ. Les lignes de champ sont donc des cercles d'axe, le fil infini, ici l'axe Z. Ensuite, eh bien, les invariances par rotation autour de l'axe Z ou par translation dans la direction Z vont permettre de déterminer la dépendance du champ. Donc ici, le champ sera indépendant de la coordonnée Z, de la coordonnée θ des coordonnées cylindriques, il ne dépendra donc que de la distance à l'axe petit r. Finalement, on va obtenir un champ magnétostatique en M qui ne dépend que de la distance à l'axe petit r et qui est orthoradial, dirigé sur Uθ. Pour l'utilisation du théorème d'Ampère, la connaissance de ces lignes de champ va être importante. Elle va permettre de prendre pour le contour fermé une partie des lignes de champ. Ici, les lignes de champ étant des cercles, c'est directement des contours fermés. On va donc pouvoir utiliser la ligne de champ qui passe par M comme contour d'Ampère. Toujours très important d'orienter ce contour. A priori, l'orientation va se faire à partir de la base choisie pour la description. Ici, on va utiliser tout simplement l'orientation du vecteur Uθ pour orienter la ligne de champ. Il faut donc calculer la circulation de B sur cette ligne de champ qui est un contour fermé, donc qui pourra être utilisé directement pour le théorème d'Ampère. Ici, le champ magnétostatique en M est le vecteur tangent au contour. La ligne de champ ici sont bien sûr collinéaires, donc B scalaire dl, ça sera B fois dl. Comme la projection de B sur le contour est indépendante de la position, petit r est constant pour tous les points du cercle, on va pouvoir le mettre en facteur de la somme, et finalement obtenir B de R fois la somme de l'élément de longueur sur l'ensemble du cercle, c'est-à-dire B de R fois la longueur du cercle, le périmètre de pi r. Ensuite, eh bien, on va pouvoir utiliser le théorème d'Ampère. Donc bien décomposer son utilisation à en premier calcul de la circulation et ensuite calcul eh bien, de l'intensité enlacée par la courbe fermée qui a été choisie. Donc ici, l'intensité traversant notre contour, c'est toujours l'intensité I du fil. L'orientation ici du contour d'Ampère oriente le sens, donc on a bien ici un courant lancé qui vaut plus I. L'utilisation du théorème d'Ampère va permettre d'obtenir B de R, et ensuite avec la direction du champ, on a directement B de M égale à mu 0I sur 2pi R Uθ. On remarque qu'on a bien une homogénéité. Le champ magnétostatique est homogène à mu 0 fois une densité surfacique de courant. Une densité surfacique de courant, c'est une intensité sur une distance. On peut exprimer ce champ magnétostatique sans utiliser de système de coordonnées particulier, juste le vecteur directeur de la droite et le point projeté orthogonal de M sur la droite. Cette expression peut être intéressante quand on a affaire, par exemple, à plusieurs fils, pour lesquels eh bien, il n'y a pas de système de coordonnées privilégié à choisir. Si on remplace notre fil par un cylindre parcouru par une densité volumique de courant uniforme, J0, eh bien, on va pouvoir utiliser les mêmes symétries. C'est-à-dire que le champ sera toujours dirigé sur Uθ, et l'invariance par rotation et translation font que le champ ne dépendra que de R, donc les lignes de champ seront des cercles, et la projection de B sur ce cercle sera indépendante du point considéré. On va donc, comme pour le fil infini, pouvoir choisir ce cercle comme contour d'Ampère. On s'aperçoit que l'important pour le choix du contour d'Ampère et le calcul de la valeur de la circulation, eh bien, sont seulement reliés au type de symétrie et pas forcément à la façon dont les courants se répartissent. On a un courant volumique ou un courant linéique, on retrouvera bien sûr la même expression pour la circulation. Donc là, notre ligne de champ passant par M est un contour fermé. On va donc pouvoir calculer sa circulation comme précédemment et dire, comme précédemment, que cette circulation, c'est bien mu 0 fois le courant enlacé par notre contour d'Ampère.
Ici, il convient d'étudier deux cas. Effectivement, si M est à l'extérieur de la répartition de courant ou à l'intérieur, le courant lancé ne sera pas le même. Donc on a besoin ici de connaître le rayon R de notre cylindre. M est à l'extérieur, petit r est plus grand que grand R, et bien le courant à lacet ici va être simplement le courant qui circule à l'intérieur du fil, puisque dans cette partie-là, eh bien on n'a pas de courant. La répartition de courant volumique étant uniforme, l'intensité totale c'est J0 fois la surface. Bien évidemment, on a pris ici comme surface pour définir cette intensité le disque qui s'appuie sur le cercle. Il est à noter qu'on pourrait prendre n'importe quelle surface s'appuyant sur le cercle, mais le fait de choisir un disque rend le calcul plus simple pour un même résultat. Donc finalement, on va obtenir l'expression de B de R puis l'expression de B de M. On s'aperçoit qu'on obtient la même relation que pour le fil. Quand on est à l'extérieur, on ne peut pas savoir ici, a priori, si les courants sont volumiques ou s'ils sont linéiques. Par contre, pour un point M à l'intérieur du cylindre, cette fois-ci, l'intensité, c'est l'intensité qui va traverser le contour d'Ampère, donc on s'aperçoit qu'elle sera plus petite que l'intensité I totale circulant dans notre conducteur. Là encore, on va choisir pour calculer cette intensité de prendre comme surface le disque qui s'appuie sur le cercle. Et on va obtenir une intensité enlacée qui sera égale, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, à J0 fois pi r carré, toujours une répartition uniforme de courant volumique. Finalement, on aura un champ B de M. Ici, des petites simplifications vont pouvoir se faire. On remarque qu'il est toujours homogène, c'est toujours μ0 fois une intensité sur une distance. Et on peut toujours l'exprimer de manière indépendante de tout système de coordonnées. On notera la similitude entre ce champ B et par exemple le champ des vitesses d'un solide en rotation autour d'un axe qui se met sous la forme oméga vectoriel hm pour la vitesse d'un point M en rotation pour la vitesse d'un point M d'un solide qui est en rotation à la vitesse oméga autour d'un axe passant par H.